Lyon, ma ville natale. J'étais loin de me douter des événements extraordinaires qui se sont déroulés ici, il y a en somme peu de temps. Qui se souvient? Personne, ou presque. Et pourtant, quel bruit à l'époque, quel tapage, quelle admiration et quel scandale autour d'un homme, d'un seul, dont la vie et les événements sont tout simplement incroyables. Le nom de Nizier Anthelme Philippe, appelé Maître Philippe de Lyon par ses amis, ne fut plus prononcé, sauf dans quelques cercles intimes. Aujourd'hui, un siècle après sa mort, on chuchote à nouveau son nom. De nouveaux livres sortent, des conférences se tiennent, et maintenant, un film. Nizier Anthelme Philippe est né en Savoie en 1849, le 25 avril, à l'époque où la Savoie était encore italienne, dans une très modeste famille paysanne, la famille Philippe, qui habitait donc le hameau des Rubatiers sur la commune de Loisieux. Il est l'aîné de 5 enfants. Ses parents se nomment Joseph et Marie, ce qui est déjà une première singularité dans son existence. Sur cette photo, on peut voir la chambre où il est né, ici, la plus au-dessus. Donc le jour de sa naissance, on rapporte qu'il y avait une étoile anormale qui brillait dans le ciel. Mais je pense tout à fait que c'est une légende, puisque on a amalgamé, peut-être pour crédibiliser l'histoire un petit peu, peut-être aussi, on a amalgamé l'histoire de ses parents, qui avaient aussi les prénoms de Joseph et Marie, un petit peu comme Jésus. Mais dans toute sa vie, en fait, on va trouver des rapprochements avec le Christ, et pas seulement avec les prénoms de ses parents. Le petit Nizier Anthelme Philippe, contrairement à ce qu'ont dit certains auteurs d'aujourd'hui, a bien appris à lire, à écrire avec le curé du village. Et le curé est impressionné par cet enfant, un enfant qui est indiscutablement très intelligent, mais qui a des pouvoirs extrêmement curieux. Dès qu'il a 5 ans, il va garder les bêtes au champ. Et il prend un bâton, généralement de coudrier, puis il trace autour du troupeau un cercle fictif dont les bêtes ne vont jamais s'évader. Il soigne déjà, nous le savons, les ouvriers en soie de la Croix-Rousse, les canuts. Nous savons qu'il s'agit des canuts parce que plus tard, ils témoigneront pour lui lorsqu'il sera attaqué par la médecine officielle. Nous avons donc leurs noms, leurs adresses, montée de la Grande Côte, jardin des Pierres Plantées, etc. Qu'ont-ils? Eh bien, ils disent qu'ils ont un cancer, qu'ils ont de la phtisie, qu'ils ont des états bronchiteux. En réalité, faisons-nous l'avocat du diable, nous ne savons pas ce qu'ils ont. Mais ce que nous savons, c'est que ce sont des abandonnés de la médecine. La faculté, les médecins ont dit ils sont inguérissables, ils vont chez Philippe, chez lui, ils sont guéris. À partir de 1869, Philippe a 20 ans, nous avons des témoignages tout à fait documentés. Et j'ai ici quelques attestations de guérison qui sont des documents tout à fait intéressants pour une raison simple, c'est qu'ils ont été produits devant notaire. Et ils ont été produits devant notaire afin de servir comme pièce à décharge lorsqu'il a été inculpé du chef d'exercice illégal de la médecine. Et j'en ai notamment un ici qui me paraît tout à fait significatif, qui est daté du 10 septembre 1869. Voici ce que dit le témoin. Moi, François Dupont, domicilié à Vaux-en-Velin, rue de Villeurbanne. Je reconnais que le sieur Philippe, rue de Vendôme numéro 119, a guéri ma petite-fille, âgée de 2 ans, qui était malade depuis 3 mois. Et il y avait 2 jours qu'elle ne mangeait rien, et ses yeux étaient tout à fait troubles, ni ne mangeait, ni ne pouvait parler. Les médecins n'ont rien pu faire. Et ici, donc, le témoignage est tout à fait poignant. Mon épouse, sa mère,
se décider à aller trouver M. Philippe. Donc, il la guérit de Lyon, sans la voir, sans remède et sans la toucher. C'est signé François Dupont, Lyon. Il se trouve un jour à Gorge-de-Loup vers Vèze actuellement. C'est la campagne à l'époque et il se trouve dans une famille désespérée qui vient de perdre un petit bonhomme, un petit garçon de 7 ans. 2 médecins sont là qui signent le permis d'inhumer et qui constatent la mort clinique. Or, Philippe s'avance vers le petit lit où repose le petit cadavre. Puis, ses yeux noisettes devenant bleus, d'une voix de stenteur, lève-toi et marche. C'est sans doute dans un décor comme celui-ci qu'a eu lieu cet événement. Jean-Baptiste Ravier rapporte. Le début de notre histoire se situe dans une cour où des menuisiers s'affairent à préparer un cercueil, un petit cercueil, pour un enfant. J'étais l'un de ces menuisiers. 2 médecins sortent de l'immeuble par la porte principale et sont encore en pleine discussion. On n'a vraiment rien pu faire pour le sauver, cet enfant. La science est encore bien faible. De toute façon, même prévenus plus tôt, nous n'aurions pas pu le sauver. Les 2 docteurs passèrent le porche, quand aussitôt 2 jeunes hommes les croisèrent comme pressés. Un homme d'une 40aine d'années les fait entrer. Manifestement, ils se connaissent. Nous sommes venus vous présenter nos condoléances, à vous et à Madame Chapas. Comme tu es gentil, Nizier. Viens, mon garçon. Il est allongé sur son lit. Nizier Philippe entre dans la pièce. Se signe, fait asseoir tout le monde. Il cherche autour de lui Madame Chapas et lui demande « Me donnes-tu ton fils maintenant ?» Elle lui répond « Oui », sans bien comprendre ce qui arrive. Alors Nizier Philippe s'approche du lit, se concentre, debout, puis lance « Jean, je te rends ton âme. » Et l'invraisemblable se produit. Le défunt, blanc, reprend à mesure sa couleur de vivant, voit Nizier Philippe et lui sourit. Émotion et joie dans l'assistance. J'ai assisté à la scène. De ce jour mémorable, je n'ai plus jamais quitté le maître Philippe. L'étape suivante va le conduire, en 1874, à s'inscrire à l'Hôtel-Dieu, à la faculté de médecine et de pharmacie de Lyon. Il s'inscrit comme officier de santé avec son certificat de grammaire qu'il a obtenu quelques années auparavant chez les pères maristes. Et fin 1875, on ne l'autorise pas à renouveler son inscription, puisqu'il a été entre-temps dénoncé comme charlatan et comme pratiquant la médecine occulte. Il semble que M. Philippe, lorsqu'il était à l'Hôtel-Dieu, ait soigné de manière peu conventionnelle des malades. Alfred Hael rapporte. Un jour, il avisa un malade qui pleurait dans son lit parce qu'on devait lui couper la jambe le lendemain. Il lui assura que l'opération ne se ferait pas et lui fit promettre de ne rien dire. Le lendemain, le chirurgien stupéfait constata que le malade était en voie de guérison et il demanda ce qui s'était passé. Le malade répondit « C'est ce petit monsieur brun qui m'a vu. » Un autre jour, il avisa 3 soldats qui avaient la fièvre typhoïde au dernier degré. On attendait leur mort d'un moment à l'autre. Le maître, s'approchant de leur lit, leur dit « On vous considère comme perdus, ne le croyez pas. Vous guérirez tous les 3. Demain, vous entrerez en convalescence et vous serez envoyés à Longchêne. » L'un des soldats lui dit « Merci, monsieur. Mais vous êtes certain que nous puissions échapper à notre terrible maladie ? Ne craignez rien, je vous l'affirme. » Le lendemain, les soldats entrés en convalescence, ils furent envoyés à Longchêne et ils guérirent tous les 3.
Il est inutile d'exprimer la fureur des médecins lorsqu'ils surent que l'étudiant Philippe était encore passé par là. Un jour, un ouvrier arrive. Il s'est coupé les 2 premières phalanges du petit doigt dans une machine. Alors Philippe le regarde, lui dit « Oh, il n'est pas beau ton petit doigt. Où est-ce qu'il est ton petit doigt ?» Et l'ouvrier sort un vieux mouchoir un peu sale, pas trop ragoûtant, dans lequel il y a le petit doigt. Alors Philippe le prend, le colle contre la phalange restante, met un petit pansement. Le lendemain, il n'y paraîtra plus. C'est une opération qui peut être réalisée tout à fait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, et puis dans les heures qui suivent, et là, il y avait 48 heures que le malade avait été blessé. Un assistant demanda un jour à M. Philippe pourquoi il se donnait la peine de dire et de faire tant de choses si belles pour quelques auditeurs médiocres. Il lui répondit à l'oreille « Tout ce qui se dit et se fait ici se répercute dans tout l'univers. » Jamais il a imposé les mains. Monsieur Philippe s'est toujours posé en intermédiaire. Toujours. Jamais il a dit je te donne cette guérison. Jamais il s'est substitué ou au Christ ou à Dieu. Il agissait en toute conscience comme un intermédiaire. Pour soulager les malades, il faut demander à Dieu le pardon de leurs fautes et au même instant, l'âme se sent réconfortée et le corps s'en trouve par la suite soulagé. Si l'on avait la foi, on se soulagerait tous les uns les autres.